Je m'appelle Madeleine et avec mon amoureux Olivier, on s'est embarqué dans une aventure qui, disons, sort de l'ordinaire. On a entrepris de traverser la Russie, le plus grand pays du monde, à bord du Transsibérien. L'aventure a commencé de façon plutôt brusque. Le lendemain de notre arrivée à Moscou, on s'est fait voler notre équipement, on a dû passer la nuit au poste de police et tout racheter. De plus, on a perdu notre traductrice Anna, qui s'est fait voler son passeport. Après s'être remis nos émotions, on a enfin pu commencer notre expédition. Direction Saint-Pétersbourg, puis Moscou, où on a pris le temps de relaxer à la Place Rouge et s'amuser au mythique parc d'attractions Gorky, et Nijni Novgorod, la ville où on a fait la rencontre de 2 générations. Demain, nous partons vers Perm, notre 4e destination. Nous y visiterons, entre autres, une distillerie de vodka et un goulag. On poursuit notre visite de Nijni Novgorod, une ville plus petite et plus calme que Moscou et Saint-Pétersbourg, même si elle compte 1 million d'habitants. Mon coup de cœur, c'est cette rue piétonne qui est au centre de la ville. On est ici parce qu'on veut prendre une petite bouchée et on veut aussi rencontrer un artiste peintre qui travaille ici à Nijni Novgorod. Il s'appelle Pacha. Regarde, il y a des traces de pas à terre. Art Gallery. Et c'est écrit de la peinture de l'artisanat fait à la main. C'est ici que Pacha expose ses sculptures aux côtés d'autres artistes. Celui-ci s'intéresse à la photographie de bébés. L'artiste a décidé de montrer des bébés sous leur mauvais jour. Au lieu d'être tout parfait, tu sais. Ils sont les yeux fermés, n'importe quoi, les yeux croches, drôle de face. C'est vraiment une belle expo de photos, ça. Ali, regarde, il y a le coussin de la peinture que tu trouvais belle. Oui, mais... Ça a l'air qu'on n'ait pas de place pour traîner, hein? Алексей Максимович Горький. По произведению «Старушка из Иргиль». C'est Gorky. Горький, да. Oui. Александр Сергеевич Пушкин. Портрет. Пушкин через 200 лет. C'est По le... мотивам африканских сказок, масок. А это советская елочка. Christmas forks. Comment ça se passait pour les artistes dans le temps de l'URSS en comparaison avec aujourd'hui, maintenant que c'est le capitalisme qui règne? Могу сказать так, что трудности были там одни, например, да, в свое время. Это когда политика была связана с искусством и воспринималось только официальное искусство. Нонконформизм, например, андеграунд там или другие движения, течения, они не воспринимались. Что такое перформанс? Это вообще была уголовная статья. Создать перформанс, там, хэппининги какие-нибудь, это все уже было. Вот. Когда художник получил уже непосредственно свободу, творчество, деятельность, мог свою развернуть, возник другой вопрос. То есть зарабатывать деньги уже при капитализации, скажем, российской действительности. То есть или зарабатывать деньги и опять же становиться неким официальным художником, или все-таки создавать и творить то, что ему интересно, непосредственно хочется. Но для меня лично, я могу сказать так, что и при Советском Союзе я хотел и высказывал свое личное мнение. Было очень тяжело. Вот. И в постперестроечный момент, и сейчас я делаю то, что я хочу, и, конечно, возникают проблемы. То есть
были выставки, были проекты, которые властям не понравились, например, уже нынешним властям не понравились. Вот. Но находили варианты, приходили к консенсусу для того, чтобы сгладить некие краеугольные камни и продолжить свою деятельность. Est-ce que les Russes, en général, le peuple russe est ouvert à l'art contemporain? Я не могу сказать, что как горячие пирожки это все расхватывает, вот, но люди интересуются, и уже постепенно они все-таки становятся более раскрепощенными, более подготовленными к такому виду искусства. Вот. Но адекватно воспринимают уже. Гораздо лучше, чем 10 лет назад. La visite de la galerie ne s'arrête pas là. Il y a 2 œuvres qui m'intriguent dans la cour. Но это у меня была такая идея сделать летнюю форму для девушки, для женщины-регулировщика. Потому что жарко, нужно, чтобы все продувало, но при этом женственных, так сказать, линий должно перекрывать. Вообще можно было международную форму сделать. Это мы на Новый год, то есть я придумал такую вещь из лыж, ножек, столов, сделать главную альтернативную елку города. On a vu ce grand sapin, on a vu celui avec les fourchettes, on a vu celui en bois, le vert. Tu as une fixation avec les sapins de Noël. Например, вот так он выглядел. Вот. Очень хорошо. От Павла с любовью. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. I like it. My boyfriend. Плакать не буду. Привет, Монреаль! Olivier, regarde! C'est ça qui l'a pogné? Oui, Wow! on le remet dans l'eau. Vous savez, dans un couple, il faut faire des compromis. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais pêcher. Notre guide, Sacha, nous invite chez lui pour préparer l'expédition. Il s'appelle Alexander Sacha. Ici, quand on s'appelle Alexandre, on s'appelle aussi Sacha. Ben, c'est le raccourci d'Alexander, c'est Sacha. Comme Madeleine, mon raccourci, c'est Mado. Bon. Alexander, c'est un pêcheur. Et ici, à Nijni Novgorod, c'est un bon endroit pour aller pêcher. En plus, il pleut, donc c'est bon pour la pêche, apparemment. Oui, J'ai c'est jamais bon. pêché de ma vie, donc je peux pas le dire, mais Olivier est un bon pêcheur. Donc, on est chez lui ici et il est tout équipé. Et on est en train de choisir notre canne à pêche et on va partir sur la Volga ou sur la Oka. On va choisir un endroit pour aller pêcher aujourd'hui pour notre dernière journée à Nijni Novgorod. J'ai les cannes à pêche. On est en sécurité. Yeah. J'ai tout. Après, Martine à la plage, Madeleine à la pêche. Et Malheureusement pour la pêche, mais heureusement pour moi, le ciel s'est dégagé. T'as même pas de canne à pêche. ben oui, quelqu'un l'a amené pour moi. И получился замкнутое пространство. Здесь есть гребной канал, гребли, байдарки, каноэ и вот рыбалка. Проходят турниры. Это окунь, уклейка, плотва, язи, подлещик. Каждый рыбак – это самое сокровище для рыбака, это его снасти. Ah. C'est un vrai passionné, notre Sacha. Oui. Ce que Sacha vient de faire, il vient de dessiner en rouge sur le petit poisson. C'est un stylo qui a aussi un goût de sang. Hey, tout le monde s'éloigne. J'ai habité sur le bord d'un lac toute ma vie.
au lac du Faux, en Abitibi-Témiscamingue. Mais je n'ai jamais pêché. Hey, Olivier, est-ce que c'est normal que la canne a ma côte dans le ventre ou... Oh oh. C'est la plage de l'autre côté. Honnêtement, j'aimerais mieux être à la plage qu'ici. J'entends rire derrière moi. J'ai mêlé le fil. Il doit être en train de se dire « maudite débutante ». Toujours rien. Olivier, regarde! C'est ça qui l'a pogné? Oui, Wow! on le remet. On le remet dans l'eau. Mais non. Oui! Non. Tell him to put it back in the water. I want him to live. Yes. Madeleine. Moi, je veux pas en tuer, hein, des poissons. Je pense qu'il est déjà mort, Mad. Ah, ça bouge encore. Autour d'Olivier, voyons voir si le grand pêcheur qu'il est réussira à attraper quelque chose. Et voilà, il est déjà resté pris. Да, у нас из Москвы приезжают туристы, приезжают из других регионов, но в основном люди, которые в командировке здесь находятся. А для жителей Нижнего Новгорода мы организуем выезды в низовье Волги, на Урал, на Белое море. Бывают командировки. Сейчас у нас группа подводных охотников находится в Саратовской области в командировке. Qu'est-ce que c'est ça, les pêcheurs sous l'eau? В этом году у нас выезд был в район Ахтубинска. C'est quoi votre poisson préféré? У меня самая любимая щука. Это вот одна из первых рыб, которую я ловил на спиннинг, поймал на спиннинг. Поэтому у меня любимая рыба щука. Хищная рыба. Bon, on va peut-être réussir à pogner un gros poisson une prochaine fois. Bien, pour l'instant, on a quand même le petit. Je suis quand même fière de moi. J'en ai attrapé un. Olivier, 0. Подарок Майка, наша рыболовная клуба всего лишь. Здесь спиннинг, вот на который вы ловили снасть, и подводное ружье. А это вот моя любимая рыба щука называется. Принимаем вас в члены рыболовного клуба. C'est pour moi. Chanceuse. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. Merci. Déjà le temps de s'en aller de Nijni Novgorod. C'était vraiment un choc d'arriver ici après Moscou. Parce qu'à Moscou, il y a 15 millions d'habitants, presque 15 millions d'habitants. Ici, il y en a quand même 1,3 million, mais bon, quand tu arrives de Moscou, c'est quand même tellement calme, tellement simple, tellement rapide, tellement plus doux. Et maintenant, on repart pour une 4e destination. Alors, on va laisser Pacha avec ses peintures, puis Sacha avec ses poissons. Et nous, on remonte dans le transsibérien vers la 4e destination de ce périple, la ville de Perm. J'y ai prévu 2 activités. On va visiter une distillerie de vodka et un goulag. Le goulag, c'est un endroit où étaient envoyés les prisonniers politiques à l'époque communiste. D'ailleurs, durant cette période, Perm était une ville cachée. Tout était mis en œuvre pour empêcher les Russes et le reste du monde de s'apercevoir qu'une industrie militaire y était implantée. Perm était donc une ville secrète, si bien qu'au passage du transsibérien, on tirait un rideau de fer sur les fenêtres afin que les passagers ne puissent pas voir la ville. De plus, Perm n'apparaissait sur aucune carte, même pas les cartes routières. Aujourd'hui,
Perm est la 6e plus grande ville de Russie. On est dans un stress intense parce que, pour la même histoire que toujours, Anna n'est pas là, mais on a acheté les 4 billets parce qu'on va être tout seul dans la cabine. On ne veut pas être avec 2 autres étrangers parce qu'on a peur pour notre équipement. Mais en Russie, quand il reste de la place dans les wagons, après être parti, si quelqu'un, par exemple, manque son train, à l'arrêt suivant, quelqu'un peut embarquer et prendre sa place. Ça vient du communisme où tout le monde pouvait avoir une chance d'entrer dans le train, même si tous les billets étaient vendus. Mais nous, on est un petit peu égoïste, on a vraiment envie d'avoir notre cabine à nous tout seuls. Donc là, on est montés juste nous 2. La pravanista nous a demandé si on était 4. On a dit oui, puis on a fermé la porte. Mais il va falloir quand même lui donner la lettre expliquant qu'on a bel et bien payé les 4 billets parce qu'on voulait avoir la chambre. Ouais. Elle voulait pas qu'on la filme, mais elle a quand même déchiré les 3 billets. Donc, on suppose que ça veut dire oui. Surtout que tout de suite après, elle nous a demandé si on voulait lui acheter quelque chose. Alors, on lui a pris 2 thés et du chocolat. Alors, voici comment on prépare une nuit dans une cabine. Mettre les sacs en haut. Le gros sac. Le bleu. Ouais. À demain. Quelle heure qui est? Oh. 2 heures. Presque 2 heures. Good night. À demain. Si la prochaine station c'est bien Perm. Parce qu'elle a cogné puis on n'est pas supposé arriver tout de suite, mais je pense qu'on est en avance. Et voilà, c'est Perm. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Kakaya Sliyetuye Chachaya. Là je dis à quelle heure? Et on dit Chas. Puis Chas ça veut dire à 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 45 prochaines minutes? On va se prendre un thé. On va se préparer bien comme il faut. OK, go. Je pense que la madame t'aime, hein? Pourquoi? Elle t'a mis beaucoup de citron dans ton thé. Je pense qu'elle te trouve cute avec ton petit livre de phrases. Ouais. Alors, tout va bien, tout est sous contrôle. On arrive à 1 heure à Perm. Il est 1h moins quart. Ça, c'est l'heure de Moscou. Quand on parle d'heure dans le train, on parle toujours d'heure de Moscou. Parce qu'à Perm, il y a 2 heures de plus finalement. Ça, c'est ce qu'elle nous a fait comprendre. Et on est prêt à sortir parce que quand on va s'arrêter, on a vraiment juste 2 minutes pour sortir. Alors qu'aux autres gares, on était toujours les derniers à sortir, puis on prenait notre temps. Pas on prenait notre temps, mais on avait besoin de temps pour mettre nos sacs et tout ça. Donc, on va faire vite. Perm, c'est une ville industrielle comme bien d'autres en Russie. Si les voyageurs du Transsibérien s'y arrêtent, c'est pour visiter son goulag, appelé Perm 36, et voir ce qui est devenu cette ville. On y fabrique aujourd'hui des moteurs d'avion, de l'équipement minier et du matériel utile à la construction de routes et de bateaux. Mais ce qui fait le charme de la ville, c'est son emplacement.
le long de la rivière Kama, la 4e plus large d'Europe. On peut suivre l'histoire de la Russie en visitant la ville. Ici, le mémorial de la Seconde Guerre mondiale fait brûler une flamme éternelle en l'honneur des soldats morts au combat. Là, une statue de Lénine rappelle que celui-ci sauva le peuple du régime des tsars pour établir le communisme. Le musée de l'artillerie nous permet de s'approcher de l'équipement militaire et de s'arrêter un moment pour réfléchir sur ce que l'humain peut faire pour arriver à ses fins. Étant donné que nous allons visiter le goulag demain, on s'arrête un instant, se recueillir au mémorial en l'honneur des victimes de l'oppression politique. Tout un programme est prévu pour notre 2e journée à Perm. Il n'y a pas de temps à perdre. On s'est levé tôt pour pouvoir visiter la distillerie de vodka et le goulag. Juste avant, on s'arrête au cirque. C'est drôle parce qu'ils nous ont demandé « Vous avez un très bon cirque, le Cirque du Soleil. Qu'est-ce que vous faites ici? » Mais nous, c'est ça, on veut voir de quoi ça a l'air le cirque russe. L'art du cirque a toujours été important dans l'histoire du pays. C'est un art pour le peuple, a déclaré Lénine en 1919. Aujourd'hui, avec les nouvelles formes de cirque, les temps sont plutôt difficiles pour cet art. On est chanceux, Ruslan, le directeur artistique du cirque, a accepté de nous laisser entrer. В первую очередь, я родился в семье артистов цирка, то есть я династия есть такая. C'est comment être un artiste du cirque en Russie? Цирк – это искусство народное. И после революции, которая произошла в 1917 году, все, что было для народа, поднималось на первую планку, то есть было приоритетным. Советский цирк был, как и балет, самым лучшим в мире. Потому что раньше люди думали только о том, чтобы сделать новое, как отрепетировать уникальные трюки. Вот. Но это было при Союзе. Сейчас у нас Советского Союза нету. Prишел капитализм, тебе заплатим. А сейчас нужно мало того, что ты работаешь, еще нужно продать себя. Est-ce que les Russes, en général, apprécient le cirque? Est-ce que c'est facile de remplir les chapiteaux? Вы сейчас затронули очень такую болезненную и важную тему в данный момент, которая обсуждается в цирковом мире России. И вот сейчас у нас идет борьба между молодежью и старшим поколением. Потому что они привыкли, они считают, что нужен такой цирк, как был всегда, а молодежь, естественно, хочет новое. Впервые в Россию приедет цирк дю Солей. И он сильно очень отличается от российского цирка. С одной стороны, потому что цирк дю Солей, в нем один минус. Там нет животных. А цирк России, основная, как бы, приоритетная вещь – это животные. И вот все ждут, что это будет. Поэтому это, в принципе, очень значимо. Вот, конечно, это цирк будущего. Вот. Если какое-то произойдет совмещение, то есть всех новшеств дю Солея и достижений дрессуры российского цирка, то, наверное, может быть, должно появиться что-то новое.
C'est exactement comme ça que j'imaginais un cirque russe. Voici les chevaux. Формы могут палец случайно прищепить, поэтому ладошкой надо. OK. On va lui donner une carotte. Oui, bébé. C'est bon. Ici, Ouslan et son équipe travaillent avec les chevaux et les ours. We want to see the bear. Сейчас, если кто-то там есть, тогда... Malheureusement, on n'a pas pu voir les ours. Il n'y avait personne pour nous ouvrir. Dommage. Merci beaucoup, Ruslan. Merci, spasiba. Un moment tant attendu de notre voyage en Russie, on va visiter une distillerie de vodka, c'est Perm Alko. On passe le poste de sécurité. Quand on pense à la Russie, on pense tout de suite à la vodka, leur boisson nationale. Aucun endroit au monde n'est un plus grand producteur et consommateur de vodka que la Russie. Entre 4 et 5 000 marques de vodka sont présentes sur le marché. В 1894 году государство купило завод. On va maintenant entrer dans le bâtiment où ils gardent l'alcool. Ça sent d'ailleurs. La vodka aurait fait son apparition en Russie à la fin du 14e siècle. On la produit à partir d'une matière première agricole, comme la pomme de terre, le blé, le seigle ou la betterave, qui est fermentée puis distillée. Dans cette galerie-là, en fait, dans le nouveau bâtiment, c'est là qu'ils remplissent les bouteilles. Alors, il y a un tuyau qui passe et qui remplit les bouteilles, mais on va aller le voir. C'est ici qu'ils font le contrôle de la qualité de la vodka. Alors, les différentes liqueurs et la vodka pure se trouvent dans les barils et va par la suite s'en aller directement en bas. La distillerie Permalco est la plus importante de la région. Elle produit 6 000 bouteilles à l'heure. La dame qui est là, elle contrôle la quantité de vodka qu'il y a dans la bouteille. Et à chaque 2 heures, elle change de poste. Valentina, son boulot, elle, c'est de contrôler la qualité de la bouteille et non pas de ce qui va se retrouver à l'intérieur de la bouteille. Donc, elle est bien droite, il n'y a pas de défaut dans le verre. Donc, dans chaque caisse, elle teste quelques bouteilles. Nous, on pourrait aller peut-être contrôler la qualité du produit, hein? Ça serait plus intéressant. Ouais. OK, cool.
On est rendu à l'étape de dégustation de la vodka. On va commencer avec la vodka de base, puis ensuite on va goûter des vodkas de luxe et on va terminer avec des liqueurs, mais faites à base de vodka. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que ça se déguste, la vodka? Est-ce qu'on l'avale? J'imagine, on ne la recrache pas, là, de toute évidence, là, mais rendu ici, là, c'est difficile. Ben, on prend des petites gorgées, des petits shooters. Oui, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il faut faire comme le vin? Pour boire la vodka, il faut la faire tourner dans le verre pour la réchauffer, puis la laisser descendre doucement dans la gorge. Если это водка не особая, то должен быть характерный водочный аромат. Никаких посторонних ароматов не должно быть. Если это водка особая, то должно быть согласно рецептуре. То есть если тонкий аромат, допустим, апельсина и так далее. OK. Alors, c'est celle avec saveur d'orange, oui. Je pense que ça va être ma préférée. C'est bon. C'est bon. Это одна из последних наших разработок. On va maintenant goûter la vodka black. C'est une vodka qui a été 2 fois médaillée d'or. Ah, ça, c'est mon petit poulain. Ça, c'est mon petit poulain. Exclusive vodka black, Gradus, 40% d'alcool. Ça sent trop bon. Oui? Oh. Oui. C'est meilleur. C'est meilleur. Oh, ouais. Ah oui, oui. Grosse différence avec ça. Grande différence avec ça. Tu sais, quand tu sens de l'alcool à friction, là, ça sent ça. OK? Ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, moins... plus concentré. Arrête de parler puis bois. Tu as bien raison. Il faut noter qu'on vient de se lever, hein, en passant. Dans ce cas-là, 11 heures. OK, 11 heures du matin. Ici, à base de vodka, d'amandes, de petits fruits et de jus de pomme. Ça, je sens que je vais beaucoup aimer. C'est vraiment pas alcoolisé, très sucré. Alors, on cale au verre. Non? Mais moi, je l'ai calé. La première que vous avez goûtée, c'était 20 degrés d'alcool. On s'en va dans le 45 degrés. On a dû changer de qualité de verre. Moi, je bois pas de la piquante. Wow. Aïe, aïe. T'avais raison, mais c'est le pas chocolat café, on dirait. Olivier, ils mettent... On trouve que ça goûte un peu le café ou le chocolat, mais zéro café, zéro chocolat, mais ils en mettent dans le café. Un peu comme nous avec le Baileys. Ça donne du tonus aux muscles. Oh my God. Oh my God! En plus, je pense que j'ai calé la première. OK, on recommence avec ça. Oh non! Donnez-moi quelque chose à manger. Malheureusement, étant donné que le voyage n'est pas fini et qu'on a plein de bagages, on ne peut pas acheter de bouteilles. J'espère que ça ne tente pas ce qu'on dépense. Hein? Ben non. Par contre, si on achète quelque chose, c'est sûr que c'est Permalco, hein? Oui. Parce qu'on l'a bien aimé ça. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Bande de jaloux. Il est des nôtres. Il a vu sa mère comme les autres. Hey!
Voici Michael. Son père a passé 15 ans dans un goulag pour avoir critiqué à la blague un défilé militaire. C'est avec lui qu'on va visiter Perm 36, le dernier goulag encore sur pied en Russie, maintenant transformé en musée. Jusqu'en 1988, Perm 36 a été un camp de travail pour prisonniers politiques, établi par Staline pour créer un système d'esclavage à l'intérieur même de son pays au tournant des années 20. Un nombre impressionnant d'artistes, de scientifiques, d'intellectuels ont passé des années dans les cellules froides de ce camp. Pour la plupart des détenus, le seul délit commis était d'avoir parlé ou plaisanté contre Staline ou d'avoir volé un épi de maïs dans le champ d'une ferme collective. Les prisonniers travaillaient souvent à mort, littéralement. L'espérance de vie moyenne dans un goulag était de 2 ans. 90% des détenus n'en ressortaient pas vivants. Les moyens de torture les plus souvent utilisés étaient la privation de nourriture et l'exposition au froid sibérien. C'est dans un endroit comme celui-ci que les prisonniers travaillaient 6 jours par semaine. Le plus difficile, c'était de tenir dans le froid. Dans une salle de béton, sans vêtements chauds, les prisonniers tombaient rapidement malades. Ils mangeaient chaud 1 journée sur 2, donc un jour c'était de la soupe et l'autre du pain, du sel et de l'eau. Ils ne pouvaient pas compter sur la nourriture pour les réchauffer. C'est ici qu'on envoyait les prisonniers qui avaient eu une mauvaise conduite. Pas de couverture, pas d'oreiller, pas de vêtements chauds. De l'eau coulait un peu, 2 fois par jour, et la toilette, ce n'était qu'un trou avec un couvercle. Ici, c'était le poste de fouille pour passer de la section de travail à la section de vie où il dormait, où il mangeait. Il devait se faire fouiller 4 fois par jour. Mais il y a juste 5 postes de fouille. Il y avait 1000 prisonniers, donc il faisait la queue de longues heures, plusieurs fois par jour, dehors pour passer. Et il faisait souvent très froid, donc c'était une forme de torture que d'attendre pour se faire fouiller. Votre père n'était pas ici à Perm 36, il était dans un autre goulag qui apparemment était encore plus cruel parce que l'espérance de vie était de 6 à 8 mois. Но он был многоголовый. Самое тяжелое, самое серьезное испытание, конечно. Когда их везли через всю Сибирь, потом пароходом сюда, вот по Сибири везли, была зима, и они, он просто рассказывал, что это были такие вагоны, как теплушки, где вот скот перевозили, да, и они там умирали очень много от того, что замерзали, от холода и голода. И уже они, когда прибыли в эту зону, в свою, где они находились, они сказали, вернее, построили их, всех заключенных, вновь прибывших, на всей площади построили их, и перед площадью выступал начальник этой зоны. Он сказал, мы вашу вешали, расстреливали и убивали, и будем вешать, расстреливать и убивать. Это было такое вступительное слово. А сейчас вы должны работать. Работать. Вот они там выносили вот этими тачками, очищали шахты, когда они грунт после взрывов вывозили оттуда. Там просто они добывали золото с людьми. То есть там издевались откровенно. Были моменты просто надругательства над человеком. И
были и тоже моменты, когда докладывали, то есть как человек рассказывал, допустим, неправильно, отзывался о советской власти и так далее. Вот после этого доходило дело даже до расстрелов в лагере. И людей этих уже не видели, которых потом уводили, вернее, которых накануне уводили из лагеря, их не видели уже, в живых никто. То есть это только потом уже узнавали, что они были расстреляны уже, когда уже наступала весна, вот, и собирали вот эти вот трупы, вытавшие уже в этом расстрельном лагу или в расстрельном ущелье. Самый тяжелый был тот момент, когда во время войны, в годы войны, зимой, когда все абсолютно перемерзали дороги, заметало дороги снегом, практически туда уже невозможно было доставить ни продукты, ничего. То есть даже по Ленд-Лизу американцы сбрасывали самолеты, какие-то там банки с консервами, за счет чего они там как-то могли еще продержаться. Вот эти самые тяжелые периоды, при морозе минус 70 до 52, у них не было пищи, не было еды, и они там умирали просто от голода. Plusieurs cas d'évasion ont fait en sorte que le système de sécurité s'est complexifié au fil des ans. Il était impossible de s'évader de Perm 36 avec son système de 5 clôtures infaillibles. La première est une simple palissade pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Entre la première et la deuxième clôture, il y avait de la terre battue et les gardes s'assuraient fréquemment qu'il n'y avait aucune trace de pas. La deuxième clôture était faite de barbelés, impossible à grimper. Entre la deuxième et la troisième, des chiens affamés montaient la garde. La troisième clôture était faite de planches glissantes et de barbelés à 90 degrés. Entre la troisième et la quatrième, les détecteurs de mouvement alertaient le poste de garde à la moindre vibration du sol. La cinquième et dernière clôture était aussi faite de barbelés. Personne n'a jamais réussi à déjouer ce système. Votre père, il a fait comment pour survivre? У него большая семья была, было 6 братьев, и все были сильные, считались. Он даже там у них, где он жил, были там кулачные бои еще в те времена, стенка на стенку, и он всегда побеждал, он был самый сильный. И за счет того, что он был сильный, выносливый и так далее, только за счет этого он выжил. Le dernier goulag du pays fut fermé en 1992 par Boris Eltsine. On estime à 18 millions le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui passèrent par ce terrible endroit. Est-ce qu'il est resté rancunier, votre père, par rapport à ce qui lui est arrivé? Но у него не было обиды на то, что с ним произошло. Скорее всего, он жалел то, что упущено огромное количество времени для развития России, то, что столько жертв было за этот период, и Россия могла развиваться более цивилизованным путем. И не 100 лет назад отброшена в своей истории, а впереди уже шли намного больше.